Bienvenue dans notre émission La tête dans le cœur. Je suis Alix. Et moi, Caroline. Ici, tous les mardis, nous abordons des sujets qui nous concernent tous, avec transparence et humilité. Le tout accompagné par le regard éclairé de Caroline, spécialisée dans le fonctionnement de l'inconscient et la gestion des traumatismes. Allez, on lâche la tête et on va dans le cœur. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode. Je suis Alix. Bonjour à tous, je suis Caroline. L'épisode du jour s'intitule « Et surtout, prenez soin de vous ». Prenez soin de vous. Cette phrase remplie de bienveillance que l'on entend un peu partout en ce moment et que l'on a sûrement même parfois lancée à la fin d'une conversation. À la prochaine, hein, et surtout, prends bien soin de toi. Ce à quoi on serait tenté de répondre parfois « Ok, moi je veux bien prendre soin de moi. Mais comment ? Parce que l'on sait comment prendre soin de sa santé physique. Suffit d'aller chez le médecin qu'il faut. On sait comment prendre soin de sa maison. Suffit de ranger et faire le ménage. On sait comment prendre soin de son corps. Suffit de manger sain et de faire du sport. Et puis, on sait aussi prendre soin des autres. Parce que faire les choses avec soin, ça, nous l'avons appris depuis toujours. Mais nous, ce qui nous intéresse dans cette phrase, c'est le toi. Car pour pouvoir faire ce qu'il faut, pour prendre véritablement soin de nous, ne devons-nous pas d'abord apprendre à nous connaître, finalement ? Donc tout d'abord, je vais expliquer le fonctionnement de l'être humain au niveau du cerveau. On est tous dotés de deux cerveaux, l'inconscient et le conscient. L'inconscient occupe 95% de qui l'on est contre seulement 5% du conscient, autrement dit le mental. La journée, nos deux cerveaux emmagasinent des milliards et des milliards d'informations par nos 5 sens que l'on connaît tous. Et la nuit, quand on dort, nos deux cerveaux digèrent toutes ces informations emmagasinées durant la journée pour que chaque matin on soit équilibré et prêt à réemmagasiner tout un tas d'infos. Ça, c'est le fonctionnement chez tout le monde. Sauf que si, pendant la journée, notre cerveau a encodé quelque chose de violent, de douloureux, de négatif, de trop fort, nos deux cerveaux, pour notre survie, sont incapables de les digérer entièrement. Donc pendant la nuit, pendant la digestion, le cerveau met ça de côté. Donc on pense que le matin, la digestion a été faite totalement, alors qu'elle a été faite que partiellement. Et il y a le traumatisme qui est resté de côté. Ce qui peut expliquer qu'au fil des années, tant qu'on va en rien régler le traumatisme original, on est amené à vivre des schémas répétitifs qui peuvent durer toute une vie si en rien on s'en occupe. Toutes les informations encodées, autant les informations bénéfiques que négatives, deviennent des programmes. Des programmes qui, au final, régissent notre vie après, d'adolescent, d'adulte, etc. On reconnaît au cerveau l'aptitude donc d'encoder des informations, quelles qu'elles soient, donc bénéfiques ou négatives, mais on lui reconnaît aussi l'aptitude de les déprogrammer pour en reprogrammer des meilleures. C'est-à-dire qu'on n'est en rien condamné à vivre sans arrêt les mêmes schémas négatifs répétitifs. Il est tout à fait possible au niveau du cerveau, si on travaille efficacement à la racine, de déprogrammer une information qui aujourd'hui est délétère. Et grâce à notre inconscient qui est intemporel, c'est-à-dire que lui, il ne fait aucune différence entre hier, aujourd'hui et demain. On peut tout à fait donner un exemple. Si vous repensez à une situation, qu'elle soit agréable ou désagréable, qui s'est passée même il y a des années et des années, si vous vous remettez dans cette situation, vous pouvez instantanément ressentir l'émotion liée à cet événement. Donc là, si on prend le cas de quelque chose de négatif, si vous replongez dans une scène, j'en sais rien, moi, où vous êtes harcelé à l'école, la petite fille, le petit garçon, si elle se remet dans cette scène, même si c'était il y a 20 ans, eh bien, l'émotion, si elle a été en rien digérée, elle est instantanée, elle est telle qu'elle. Ou alors, vous passez devant un endroit et l'odeur vous fait rappeler l'odeur qu'il y avait chez vos grands-parents, par exemple. Eh bien, l'émotion, soit elle est bonne, soit elle est moins bonne, en tout cas, elle est intacte, réveillée par le sens de l'odorat. Donc, l'inconscient, lui, il est intemporel, ce qui veut dire qu'on peut aller travailler des blessures, même si elles sont lointaines. Il faut aussi comprendre que tout ce programme de nos 0 à 21 ans et que tout ce qui arrive après 21 ans n'est que schéma répétitif. Donc d'événements vécus pendant cette période 0-21 ans. 0 étant dès la conception. Et aujourd'hui, on est tous plus ou moins confrontés à des émotions qui nous submergent, des réactions qui sont
plus forte que nous, avec un enfant, quand il a tel comportement, ça nous fait sortir de nos gonds, ou notre partenaire de vie qui va avoir un comportement qui va faire que sur le moment on aurait presque envie de le gifler, et on se rend bien compte que ces réactions sont démesurées par rapport à la situation. Si on est un tant soit peu honnête, on est tous confrontés à des réactions, à des émotions de colère, de rage, de haine, et c'est comme si on les avait banalisées, c'est comme si c'était normal au final, et en rien on va aller s'intéresser à ces émotions qui sont parfois extrêmes. Et pourtant, on va se réveiller avec une rage de dents, et très naturellement, on va se diriger vers un dentiste pour soigner cette rage de dents. Et la question aujourd'hui, c'est pourquoi s'occuper de notre état physique, là c'est devenu complètement naturel, logique, normal, au détriment de notre état émotionnel, de notre état psychique, qui lui montre aussi des défaillances, mais c'est beaucoup moins naturel d'aller s'en occuper. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans notre société, on a l'impression que la santé, ça concerne que la santé physique. Et on parle très peu de la santé mentale, nous qu'on appelle émotionnelle. Mais je pense que c'est aussi parce que prendre soin de sa santé émotionnelle, il y a un passif derrière. Il y a des années, t'es allé voir un psy si t'étais fou dans l'inconscient collectif, ou si vraiment t'avais vécu un traumatisme qui était légitime, la perte de quelqu'un, etc. Alors, même si au fil des années, on se rend bien compte qu'on parle de plus en plus de santé mentale, de prendre soin de sa santé émotionnelle, etc., on en parle, mais c'est encore assez en surface. Enfin, je veux dire, on s'en est bien rendu compte avec l'épisode du Covid, par exemple, où on a passé notre temps à nous dire « prenez soin de votre santé, votre santé, votre santé », mais on parlait que de la santé physique, qui est importante, attention, évidemment. Mais on s'est bien rendu compte qu'il y avait des tas de personnes qui souffraient mentalement et qui, aujourd'hui, subissent encore ces répercussions. Qui n'ont pas pu accompagner un défunt au moment de son décès, ou des personnes qui n'ont pas pu assister à l'accouchement, à la naissance de leurs enfants, etc. Donc on a mis notre focus sur cette santé physique, et on a quand même pris conscience par moment que oui, il est évident qu'elle est importante, mais la santé émotionnelle, elle l'est tout autant. Et je trouve que cet épisode du Covid, c'est assez représentatif finalement de la place que prend la santé physique vis-à-vis de notre santé émotionnelle. Moi, j'aimerais aussi rajouter qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, de ces pléthores d'informations, on parle de ça, on parle de santé mentale, etc., mais toujours un peu dans cette notion de faire des choses. Sur les réseaux, il y a des choses qui s'appellent la Miracle Morning, tu te lèves à 5h du matin, tu manges ton bol de flocons d'avoine, tu vas méditer, après il faut que tu poses tes intentions, et puis il faut que tu manges sain, et puis il faut que tu fasses du sport, et puis il faut que tu prennes du temps pour toi, et puis il faut que tu parles de manière positive à tes enfants, et puis surtout là-dedans, mais continue à avoir ton couple, et à faire l'amour, et à partir en week-end, et enfin bon. Et c'est que du faux, il faut. Voilà, il faut faire. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait quand on sent que notre quotidien n'est pas totalement celui qu'on aimerait ? On met en place ces choses-là, mais ça vient se rajouter déjà à une quantité de choses à faire, et on a vraiment ce sentiment d'avoir un trop-plein. Alors attention, je dis pas que ces conseils, entre guillemets, ils sont mauvais. C'est du bon sens, c'est manger sain, c'est faire du sport, c'est prendre du temps pour soi, etc. Mais en fait, moi, j'ai vraiment ce sentiment où on nous dit, mais voilà ce qu'il faut faire, mais à aucun moment, on te dit, mais toi, qu'est-ce qui fait sens pour toi ? Est-ce que de méditer pendant 45 minutes, ça te fait du bien ? Ou est-ce que tu le fais parce que, ouais, mais bon, c'est bien de méditer, tu vois. Oui, mais à partir du moment où il faut, quand on se dit, oh là là, il faut que j'aille le faire, c'est que c'est faux. Donc le tout, c'est de revenir en mon âme et conscience. Est-ce que je ressens que ça, c'est bon pour moi ? Et que quand je le mets en pratique, effectivement, c'est salvateur et ça m'apporte une sensation de bien-être. Effectivement, donc on a l'impression que c'est le toujours plus. Donc il faut se remplir d'informations, de pratiques, de concepts, de méthodes. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de nous libérer. C'est d'en rien nous remplir. Le verre est déjà assez plein comme ça. C'est comme si le verre était plein et qu'on nous rajoutait de l'eau. Et le verre, qu'est-ce qu'il fait ? Il déborde.
Et aujourd'hui, on peut faire l'analogie entre ce verre d'eau et nos émotions. Surtout que la symbolique de l'eau, ça correspond à nos émotions. Donc, ce verre qui est toujours plein, ça veut dire quoi concrètement? Eh ben, ça peut être rempli de peur, d'angoisse, de phobies scolaires, de phobies même professionnelles, de relations sentimentales qui vont d'échec en échec, ou des blocages à tout niveau, des pertes de sens, une vie qui a un non-sens, problématique aussi avec son corps, on se sent en surpoids ou au contraire on est en sous-poids. Ça peut être quoi? Ça peut être des manques de confiance en soi, dans son être, confiance dans ses capacités, confiance dans ses compétences, peur du regard des autres, être dans la procrastination et être aussi et tout simplement coupé de ses émotions. Il y a aussi, ça peut être aussi en lien avec des sensations physiques. Je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même le dire que notre corps réagit à notre état d'être, à notre état émotionnel. Donc, si on a parfois, j'en sais rien, moi, des migraines, des maux de ventre, des problèmes de dos, etc., eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on peut être en mesure de dire que ce corps nous lance des messages par des douleurs, par des symptômes. Oui, et puis c'est vrai que, comme je disais donc avant, visiblement, la société de manière générale, et moi y compris, on est prêt à accueillir ça. Les gens, on sent de plus en plus envie de se sentir bien physiquement, émotionnellement. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que tout ce dont j'ai parlé sur les réseaux avant, ça fonctionne. C'est parce que les gens cherchent un petit peu des clés à gauche, à droite. Ok, je vais essayer de faire du yoga, je vais essayer de faire ci, faire ça. Mais qu'est-ce qui fait que... Parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte que quand on se remplit, peut-être que ça marche un temps, mais au bout d'un moment, on va arrêter, ou on va s'essouffler, ou justement, on va même faire une dépression parce qu'on a tellement essayé de faire deux choses. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les gens ne passent pas ce cap de dire, ok, là, en fait, cette situation inconfortable, délétère, au quotidien, c'est trop. Mais pourquoi est-ce qu'on passe pas le cap de se dire, je vais aller voir quelqu'un, peu importe qui, mais qui va venir soigner, en tout cas m'aider à me libérer de cette émotion que je ne veux plus? Déjà, tout d'abord, il y en a beaucoup qui sont coupés de leur émotion. C'est-à-dire qu'elles ne se rendent même plus compte des réactions qu'elles peuvent avoir, du comportement, comme si elles étaient un petit peu robotisées, qu'au quotidien, elles vivaient leur vie. Alors parfois, d'un regard extérieur, on peut s'en rendre compte, mais la personne elle-même, elle n'est consciente de rien parce qu'elle est coupée de ses émotions. Pourquoi on peut être coupé de ses émotions? Ça peut être, c'est pas que ça peut, c'est que c'est dû à l'enfance. À un moment donné, l'enfant, pour sa survie, s'il a vécu quelque chose de trop fort, ou alors s'il a vécu une succession de choses négatives, douloureuses, à un moment donné, il préfère se dissocier, c'est-à-dire qu'il va se couper de ses émotions, parce que si ressentir des émotions, c'est souffrir, eh bien, je préfère m'en couper. Ça, c'est vraiment un mécanisme de survie que l'inconscient met en place. Et donc, pour se rendre compte qu'on va pas bien, il faut être en mesure de ressentir que ça va mal et renouer. Ces gens-là, parfois poussés à l'extrême, ne font même plus la différence entre l'émotion agréable et l'émotion désagréable. Okay. Ça va même jusque-là. Donc, déjà, ça c'est la base de base, c'est reconnaître, ok, que dans un domaine de ma vie, ou dans plusieurs domaines, ou dans tous les domaines de ma vie, je vis des choses qui sont négatives. Y en a aussi qui attendent d'arriver d'être au pied du mur avant de faire quelque chose. Elles sentent quand même, je pense au fond d'elles, qu'il y a quelque chose qui est latent et qui est là et qui est négatif, mais elles attendent d'être au pied du mur. Oui, moi c'est vrai que personnellement, nous on a grandi dans un contexte où notre mère était assez ouverte d'esprit, elle nous parlait, enfin moi en tout cas j'ai entendu des phrases comme Alix, c'est important, la pensée positive, plus tu penseras positif, plus il t'arrivera des choses bonnes, etc. Donc, alors ça c'était suite au décès de papa, où maman a essayé quand même d'avoir un regard différent sur ce qui s'était passé, et ça l'avait amené aussi à s'ouvrir pour que sa vie reprenne sens. Oui, tout à fait. Mais bon, je parle de ça il y a 25 ans, quoi. Donc du coup, pour l'époque, en tout cas, c'est vrai que c'était des discours qu'on entendait très peu. Et c'est vrai que dans notre famille, la santé mentale, en tout cas émotionnelle, était quand même assez présente. Je veux dire, on parlait quand ça allait pas. On était libre, en tout cas, d'exprimer ce qu'on ressentait. En tout cas, moi,
c'était pas un sujet tabou. Je veux dire, on pouvait parler librement de notre tristesse, etc. Moi, j'ai toujours su, au fond de moi, en grandissant, qu'à un moment donné, il allait falloir quand même que j'aille peut-être creuser sur ce que j'avais ressenti petite, etc. Mais bon, je m'étais mis des œillères parce que j'avais peur, en fait. J'avais peur, tu sais, que d'aller voir quelqu'un, j'avais un peu l'impression qu'on allait ouvrir cette boîte de Pandore, tu vois, et que du coup, comme si ça allait me faire perdre mon identité, qu'en me libérant de choses négatives, en même temps, ça allait balayer un petit peu des traits de la personnalité ou de qui j'étais et dont je ne souhaite pas me débarrasser, entre guillemets. Donc, ce qui t'empêchait à l'époque, c'était la peur de perdre l'identité sur laquelle tu t'étais forgée. Oui, je te disais, petite. mais moi j'ai peur. Je vous voyais avec un de nos grands frères. Vous commenciez, vous, à prendre soin de vous, à votre santé mentale. Et je voyais que vous alliez, que c'était bénéfique. Mais pour moi, je me dis, non, mais moi ça va pas marcher. Ou alors, non, mais je vais pas suffisamment mal, entre guillemets. Je vais pas prendre le risque d'aller enlever quelque chose de positif, etc. Oui, puis toi aussi, tu étais très focus sur ton professionnel, ta scolarité. Oui, voilà, donc, c'est vrai que ça occupait beaucoup de place. Tout à fait. J'étais un peu coupée de mes émotions, comme tu disais. En fait, j'étais tellement focus dans un objectif précis que je m'étais limite un peu dissociée finalement de qui j'étais et de ce que je ressentais. Mais est-ce que tu sentais quand même en toi qu'un jour, fallait que tu ailles faire ce travail sur toi? Ce que j'appelle ma petite voix intérieure me disait... oui, il y a un moment donné où il va falloir... Mais à l'époque, je me disais, il va falloir que tu y passes, tu vois, en gros, comme si c'était quelque chose de négatif et comme si ça viendrait réveiller un truc absolument énorme et qui me dépasse. Et du coup, ça me faisait peur et c'était trop fort, mais je savais qu'au fond de moi, il fallait. Et puis, quand avec Camille, on a décidé donc d'avoir notre premier bébé, on a mis 1 an avant d'avoir un bébé. Et c'est là, en fait. Là, j'avais plus de travail, j'étais à la maison. Non, je travaillais à cette époque, je dis n'importe quoi. Je travaillais, mais mon travail n'était pas épanouissant. Et puis, on sait très bien que quand on veut faire un bébé, ça prend un peu toute la place. Donc là, ça m'a ramené à moi aussi. Et petit à petit, du coup, je me suis rendu compte que y avait des situations dans lesquelles je me sentais pas bien et petit à petit ça a fait commencer à remonter un petit peu des émotions, mais quand même je me suis dit allez, de toute façon j'arrive pas à avoir un bébé, donc je vais aller voir quelqu'un parce que c'est pas normal que j'arrive pas à avoir un bébé, tu vois. Mais la démarche elle n'était pas j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie de renouer avec qui j'étais. Je m'étais juste dit profitons de ce temps pour aller voir quelqu'un, mais l'objectif c'était bonjour, je n'arrive pas à tomber enceinte, merci de... Oui, mais tu es allé voir quelqu'un qui n'était en rien dans le milieu médical. Tu t'es quand même dirigé vers une thérapie. Donc tu étais quand même dans l'état d'esprit que ce blocage de la maternité pouvait venir de quelque chose d'enfoui en toi, d'inconscient, d'émotionnel. C'est vrai qu'à aucun moment j'ai pensé que ce serait un problème physique. Comme si du moment où En fait, je pense que du moment où on se ressent 2 minutes sur soi, le message, il est là. Et moi, là, je commençais tout juste à renouer un tout petit peu avec qui j'étais. Et oui, effectivement, mon cœur m'a pas dit va voir une gynéco, va voir une thérapeute. Oui, c'est vrai, tu vois, j'avais jamais relevé le fait que spontanément, je m'étais dirigée vers là. Mais aussi parce qu'on a grandi dans une famille où on fait le lien entre notre physique et notre mental, enfin en tout cas notre cerveau, notre émotion. Et c'est vrai que moi, j'ai envie de te dire toujours un petit peu à l'époque dans cette quête de l'objectif et de l'objectif atteint, s'il y en a qui ont écouté notre premier épisode, vous savez de quoi je parle. Je suis arrivée, j'ai dit bonjour, je veux tomber enceinte, je n'y arrive pas. On a fait une super séance, on a remonté, on a fait des liens avec le passé, etc. Bon, moi, il s'est avéré qu'une semaine après, je suis tombée enceinte donc, de mon premier fils. Mais c'est vrai que ça a été le premier pas, mais il était encore un peu factuel, ce premier pas. C'était, je n'arrive pas à atteindre tel objectif, merci de faire en sorte que je l'atteigne. Et pour le coup, les choses ont été bien faites parce que moi, ça a fonctionné. Donc forcément, ça m'a donné envie d'y retourner, entre gros guillemets, quoi. T'étais allée faire une séance de détachement de traumatisme. Oui, pour le coup, j'étais allée faire une séance de détachement de traumatisme. Ok, donc là, toi, t'avais besoin quand même, oui, de quelque chose de concret
entre guillemets, c'est-à-dire Un objectif. je n'arrive pas à avoir d'enfant. Ouais. Allez, je profite de ça pour aller prendre soin de moi. Il n'empêche que donc ça a marché pour toi. Et donc après, quand est-ce que tu as vécu cette crise identitaire à un moment donné qui t'effrayait depuis tout ce temps et qui t'empêchait d'aller encore plus en profondeur? À quel moment tu t'es dit bon bah là, je crois que j'ai pas le choix que de continuer ce travail, du moins, et d'aller un peu plus en profondeur? Bah déjà, ce premier pas, donc qui moi a été motivé du coup par quelque chose de concret, mais en tout cas ce premier pas quand même que j'ai fait vers un recentrage sur moi, donc il a été concluant. Donc déjà tu te dis bon bah ok génial. Donc ça a quand même ouvert une porte. Et pendant la grossesse, j'ai fait des séances d'hypnose aussi. J'en ai fait 2 pour préparer à l'accouchement et une parce que j'avais fait un décollement du placenta et pour un petit peu me libérer de cette émotion négative que j'avais ressentie. Donc quelque part, la machine était lancée. Tu vois, ça y est, ça commençait. Ça faisait partie intégrante de ta Voilà, vie, ça de commençait. prendre soin de toi, ça faisait partie intégrante. Ça faisait partie intégrante, mais la grossesse, c'est quand même un moment particulier de la vie où on n'est plus que soi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était pas encore vraiment moi que moi avec moi-même. Oui, c'était t'étais aussi avec ton moi. bébé, Voilà, exactement. Il y avait un peu cet alibi de je le fais pour mon bébé. Tu vois? Ok. Voilà, tu vois, c'était pas vraiment je le fais pour moi en mon âme et conscience. Par contre, comme mon fils est né, où là, j'ai vécu la plus grosse crise identitaire de toute ma vie, ce qui, ironie du sort quand même, était ce dont j'avais peur. Mais bien sûr. En allant travailler, entre guillemets, sur moi, même si j'aime pas ce terme. Voilà, comme je disais tout à l'heure, j'avais peur de plus me reconnaître, bah, dans tous les cas, c'est arrivé. Donc je pense que voilà, ma petite voix intérieure, elle était quand même forte et elle savait ce qui m'attendait. Et comme mon fils est né, que j'ai vécu cette énorme crise identitaire et qui m'a ramené, lui, par sa naissance, à quelque chose de vrai et d'essentiel parce que c'est presque animal de mettre au monde un bébé, ça vient te renouer avec quelque chose qui au plus profond de ton être. Bah là, j'avais plus le choix en fait. T'avais plus le choix et là, pour le coup, tu le faisais. Bon, bien sûr, parce que tu sais que ça a des répercussions sur ton enfant, mais tu l'as fait pour toi. Ah mais oui, si je me suis dit, là, il faut vraiment que j'aille bien. D'une part, pour être bien avec moi-même, et aussi parce que ce bébé-là, il n'a pas demandé à avoir une maman qui est complètement... voilà, tu vois, qui d'un point de vue émotionnel, lui, il a besoin que je prenne soin de lui, et pour pouvoir prendre soin de lui, il fallait que d'abord je prenne soin de moi. Enfin, en tout cas, c'est implicite, je vais pas... Tu vois. De toute façon, si on veut être bien avec les gens, que ce soit nos enfants, notre partenaire, les gens de manière générale, c'est la base, il faut être bien avec soi-même. Alors, cette peur de... C'est intéressant ce que tu dis parce que tu avais peur en travaillant sur toi. Effectivement, on n'aime pas trop dire travailler sur soi, mais c'est quand même... ça parle au plus grand nombre. Ça parle au plus grand nombre. Tu as eu peur de perdre, en fait, déjà, la Alix que tu connaissais finalement depuis tout ce temps, mais est-ce que tu avais peur aussi, j'ai l'impression, que tout le positif de toi s'en aille? Peut-être perdre ton humour, perdre ta joie de vivre, alors qu'il faut prendre conscience que nous sommes extrêmement bien faits. Et à partir du moment où on va pour libérer du négatif, parce que finalement ce n'est que ça, l'inconscient, il n'enlève que le négatif. Tout ce qui est bénéfique, tout ce qui est positif reste et en plus s'amplifie parce qu'on laisse la place au positif d'enfin émerger, enfin exister. C'est comme les mauvaises herbes, on a l'impression que tout le positif est caché dessous. À partir du moment où on enlève les mauvaises herbes, eh bien, il reste la belle herbe qui est là. Eh bien, c'est exactement la même chose. À partir du moment où on fait ce ménage, à partir du moment où on vide ses poubelles, eh bien, il reste que le bon et le beau et le propre et le sain et le positif. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, qu'est-ce qui pourrait empêcher les gens, à un moment donné, d'aller s'occuper d'eux sur le plan émotionnel et psychique? Donc il peut y avoir cette peur du changement, comme tu l'as expliqué. Il y en a qui ont peur que ça aille remuer beaucoup trop de choses. Alors à partir du moment où on a peur que ça remue des choses, c'est quand même qu'on a en nous cette impression qu'il y a des choses à aller remuer. Bah oui. On est d'accord, hein? Et puis il y en a aussi, c'est peur que ça ne vaille pas le coup, parce qu'au final, ma vie, elle est pas si mal. Il y a cette phrase du je vais vivre avec. Alors on a le droit de vivre avec des choses qui sont complètement toxiques, mais à partir du moment où elles sont là, eh ben, on peut aller s'en libérer. Mais il y en a, c'est pas... Hein, tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien, parce que moi, clairement, je pense que j'avais un melting pot de tout. Voilà, peur que ça me change, peur que ça vienne réveiller un truc que j'avais peut-être enfoui et que j'ai oublié et que ça me pète au visage. Et effectivement, j'allais bien.
Et d'ailleurs, quand j'ai raconté, quand j'expliquais ce que j'avais vécu à la naissance de mon fils, cette grosse crise identitaire et ce besoin de me recentrer, autour de moi, les gens étaient choqués. Tu vois, mais bon, mais pourtant, toi, t'étais quelqu'un d'hyper souriante, machin. Parce que oui, parce que, si tu veux, Mais ça n'empêche pas. voilà, de prime abord, j'allais bien, mais véritablement, au fond de moi, j'étais pas vraiment qui j'étais. D'ailleurs, c'était peut-être plus dans cette démarche-là, d'être vraiment qui je suis. Moi, j'étais beaucoup dans un truc, hein, peut-être pas de paraître, mais presque, en fait. Ce qui est du coup, forcément, vis-à-vis des gens, est peut-être perturbant. Quand j'ai dit, bah non, à la naissance de mon fils, ça allait pas du tout. Bah, les gens disaient, ah bon, mais pourtant, on n'aurait pas dit, tu vois. Donc, je comprends tout à fait ce truc de ça vaut pas le coup. Et c'est marrant parce que moi, je vois vraiment ça. Alors, je sais pas si ça va parler aux gens, mais un peu comme si j'étais coupée, enfin, entre deux lignes. Tu vois, il y a ma ligne de front qui est qui je suis au quotidien. Elle a Alix qui se lève le matin et qui va être énervée peut-être parce qu'il fait pas beau ou tu vois, ou la manière dont je vais affronter ma journée avec ce que j'ai. Et un petit peu cette ligne arrière qui est moi, en fait, tu vois, mon émotion forte, etc. Et il y a des jours sur ma ligne de front, bah, je vais être de mauvaise humeur, mais ça va vite passer, etc. Et ma journée va se faire. Et il y a des fois où mon être, ma ligne arrière, elle vient se réveiller et elle dit, attends, Alix, là, l'émotion, c'est pas normal, là. La manière dont t'as réagi quand ton fils, il a fait, je sais pas, il a fait telle chose, ou quand Camille, il t'a dit ça. C'est pas juste parce que t'étais de mauvais poil, et c'est pas juste parce que tu l'as mal vécu, ou si t'as pleuré, c'est pas juste parce que dans l'instant, t'étais fatigué. Et des fois, on ressent que ça vient réveiller quelque chose de beaucoup plus profond. Et moi, avant, j'étais que sur cette ligne avant. Je n'ai jamais écouté ce que mon cœur ou mon âme, ou on appelle ça comme on veut, ma petite voix intérieure, peu importe, me disait attention, là, c'est peut-être disproportionné, ou c'est peut-être trop fort, ou c'est peut-être... tu vois, voilà. Donc, du moment où moi, j'ai pris conscience que c'était important que ces deux lignes, entre guillemets, cohabitent. C'est-à-dire qu'il y a à faire la différence entre une émotion qu'on va ressentir dans l'instant. L'idée, c'est pas d'être en permanence joyeux, heureux. Voilà, la vie, c'est la vie. On sait très bien qu'on a droit aussi de ressentir des émotions qui sont passagères. Mais des fois, quand même, quand on se pose 2 secondes et qu'on prend le temps de s'écouter, moi, je me rends compte que mon cœur, il me dit, là, Alix, ce que tu ressens, là, c'est plus fort que juste parce que tu t'es levé du pied gauche ce matin, quoi. Oui, parce que au fur et à mesure d'un travail d'introspection où on prend ce temps pour soi, parce qu'aller prendre du temps pour soi avec une thérapeute ou une thérapie, quelle qu'elle soit, ça, on se sent attiré par une thérapie parce qu'elle nous appelle et autant y aller. Mais quand on prend ce temps pour soi, on renoue avec soi, on reconnecte avec soi. Et donc, au fil du temps, eh bien, on se connaît de plus en plus. On a fait aussi de la place pour se connaître de plus en plus. Et donc, c'est intéressant d'être en introspection avec soi-même quand on a des attitudes qui sont démesurées. Par rapport au risque aussi, de travailler sur soi, ou la peur, ou ce qui nous empêcherait d'entamer un travail sur soi, ça peut être aussi, tu sais, il y en a pour qui c'est impensable. Et donc impossible de remettre en cause, ne serait-ce qu'un petit peu, l'éducation qu'ils ont reçue. C'est comme s'ils trahissaient leurs parents. Tu vois ? Oui. Ce sont des personnes qui sont extrêmement fidèles à maman, à papa, et ne serait-ce que s'imaginer que l'un des deux ou les deux auraient pu faillir à un moment donné dans sa manière d'être avec nous enfants ou dans sa manière de faire, ils ont l'impression qu'ils vont trahir la terre entière. Mais le but, c'est en rien d'aller culpabiliser sa maman, son papa ou ses grands-parents ou peu importe. Le but dans tout ça, c'est de prendre conscience qu'à un moment donné, enfant, j'ai perçu quelque chose qui était pas juste, qui était douloureux, qui était dangereux, qui était, j'en sais rien moi, du rejet, de l'abandon, peu importe. Mais à partir du moment où on l'a perçu enfant, on l'a encodé. Donc c'est devenu un programme qui régit notre vie aujourd'hui. Maman, papa ont pu être géniaux à certains moments, mais on peut aussi le reconnaître que parfois ils ont failli à leur rôle de parents. Et c'est en rien porter un jugement, une accusation, c'est juste prendre sa responsabilité et se dire, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, je ressens ça pour ma maman, je ressens ça pour mon papa et j'ai besoin de m'en libérer, une fois de plus, pour laisser place au positif. Moi, je vais prendre mon exemple. J'ai jamais eu un lien très
très fusionnelle, petite, avec maman. Ça a été plutôt conflictuel. À un moment donné, quand j'ai vraiment fait ce travail via des séances de détachement, ce travail de fond d'introspection, il y a eu un moment donné où j'ai dû aller travailler sur ma relation à maman. Ça a pris le temps que ça a pris. J'ai ressenti le besoin de couper les ponts avec ma maman, mais avec respect, avec total respect. Je lui ai expliqué que là, pendant quelques temps, et ça a duré quand même plusieurs mois, je n'avais plus envie de la voir et que ça servait à rien qu'elle m'appelle. Et alors, elle l'a pris comme elle l'a pris, mais parce que ça la regardait elle déjà, hein, ça lui appartenait, ce que ça lui faisait. Moi, j'avais ce besoin de prendre ce temps et de faire un reset sur cette relation et d'aller mettre de la lumière sur cette relation. Et aujourd'hui, nous avons une relation très très saine. Oui, mais c'est vrai que je me rappelle, moi, à l'époque, quand... parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est aussi le message que l'on dit, on sait très bien qu'il faut aller chercher dans notre passé, dans notre enfance, l'émotion qui fait qu'aujourd'hui, qui se réveille, quoi. Qu'est-ce qui s'est joué, bah. Complètement. Donc, il est évident qu'à un moment ou un autre, ça va toucher papa ou maman. Donc ça, c'est clair et net. Bien, si on a grandi avec eux, il y en a qui ont grandi dans des internats, dans des pensionnats, mais c'est la même chose. C'est le référent de qui on dépendait enfant. Moi, c'est vrai que je me rappelle que avant de commencer effectivement mon travail d'introspection, entre guillemets, je me disais, mais à aucun moment... Maman a failli, elle a fait de son mieux dans un contexte qui était quand même celui qu'il était, donc quand même un contexte difficile. Et je te disais, mais enfin, à aucun moment je pourrais voilà, lui en vouloir, etc. Et c'est vrai que j'ai mis du temps avant de comprendre que c'était le moi petite fille et que évidemment que notre mère, elle a fait ce qu'elle pouvait et qu'elle a été sur plein de points absolument extraordinaires, mais il y a des moments où petite fille, et ben voilà, j'ai ressenti des émotions qui étaient négatives, etc. Et ça, j'ai mis du temps à le reconnaître, enfin, en tout cas à l'accepter et à l'entendre, alors que j'ai toujours eu une relation avec notre mère tout à fait saine et voilà, et qui se passe très bien. Et donc tout ça pour dire que on peut aller aussi. Toi, t'as eu besoin à un moment donné peut-être de mettre de la distance, etc. Parce que c'était ton vécu avec notre mère, etc. Moi, ça n'est jamais allé jusque là entre guillemets, et on peut aussi aller faire une séance et aller repenser à sa petite fille et ce qu'on a ressenti petite fille à l'émotion négative. Ça ne veut pas dire que le lendemain, on va se réveiller et on aura envie de couper les ponts avec toute notre famille et partir vivre. Mais il faut quand même avoir conscience que ça a quand même un impact sur les autres, quand même, quand on choisit de rentrer en introspection. De peur aussi. Il y en a qui s'interdisent d'aller travailler sur eux parce qu'ils sentent au fond d'eux que ça peut avoir des répercussions peut-être au niveau du couple. Une femme, on va prendre l'exemple d'une femme qui a quitté son foyer très jeune, qui s'est mariée très jeune parce qu'elle voulait fuir sa famille parce que peut-être c'était invivable, elle a pris un homme, elle s'est mariée avec, et bien aujourd'hui elle se rend peut-être compte qu'elle n'a plus d'amour pour cet homme, et si elle se met à travailler sur elle, elle va peut-être être donc de mieux en mieux, de plus en plus libre, et peut-être prendre des choix différents, et que le risque c'est qu'elle se sépare de cet homme, par exemple. Il y en a qui ont peur de perdre des amis parce qu'ils se rendent compte que s'ils travaillent sur eux, ils n'auront peut-être plus les mêmes centres d'intérêt, les mêmes discussions. Oui, ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Mais le but, c'est quoi ? C'est de garder ou d'entretenir des relations qui sont devenues toxiques ou nocives ou peu intéressantes, ou le but, c'est de se reconcentrer sur soi, et d'attirer à soi une vie bien plus agréable. C'est un peu cette zone de confort dont on parle, sortir de cette zone pour attirer autre chose, mais le tout, c'est de savoir ce qu'on veut au final. C'est de savoir ce qu'on veut, et oui, ça peut avoir des risques de rupture de relation, quelle qu'elle soit, amicale, sentimentale, professionnelle, mais parce qu'on a renoué avec quelque chose de nous, mais qui vibre bien plus, et donc vaut mieux se couper d'une relation qui est devenue toxique que de la garder au détriment de notre bien-être. Oui, et ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que dès lors qu'on se ressente sur soi et qu'on va se libérer, on apprend à mieux se connaître et on est capable du coup de repérer une situation dans laquelle cet élément nous dépasse. Tu vois, moi je repense par exemple quand Camille est partie à la Réunion. En mai dernier à la Réunion. En fait, pour poser le contexte, ils sont partis donc avec Thomas, le mari de Caroline et un ami à nous. Ils sont partis 12 jours à la Réunion et moi, mon mari, il a voulu en profiter pour prendre un temps pour lui, pour se recentrer. Il avait besoin de faire un peu le point. Et donc, avant de partir, entre nous, il était clair qu'il m'appellerait peut-être une fois tous les 2-3 jours, etc. Mais c'était OK. Et moi, j'étais hyper à l'aise avec ça. J'avais aucun problème à rester à la maison seule avec mes enfants. Bref, donc ça, c'est pour poser le contexte. Il est parti, j'étais tout à fait sereine. Mais dès le lendemain, j'ai été prise d'une angoisse.
Moi, souvent, c'est mon corps, tu vois. J'ai une boule, là, au creux de l'estomac. Et là, souvent, ça veut me dire, là, Alix, il y a un petit truc un peu profond qui est en train de se jouer. Et du moment où il est parti, donc, comme convenu, il m'a donné peu de nouvelles. Et les 2 premiers jours, j'ai vécu un enfer. J'ai ressenti cette angoisse au creux de l'estomac. J'ai passé mon temps les yeux rivés sur mon téléphone à vouloir de ces nouvelles. Je me rappelle, je râlais, je te disais ouais, moi il me donne pas de nouvelles. Je me plaignais autour de moi. Et puis à un moment donné, je me suis dit bon, alors déjà vivre 12 jours comme ça, moi avec mes enfants, ça va être l'horreur. Deuxièmement, tu le savais, il t'avait prévenu? Je le savais, c'était ok entre nous. Je me suis dit lui, il a besoin de ce temps-là. Si je commence à l'appeler et toutes les 2 secondes, ouais, tu me donnes pas de nouvelles, nanana, bah, est-ce que lui, il va vraiment pouvoir vivre son moment pleinement? Non. Et là, du coup, tout de suite, j'ai envoyé un message, moi, à la personne à qui j'envoie des messages dans ces cas-là. J'ai tout de suite fait une séance. Et en fait, je suis arrivée, là, c'était cash. J'ai dit, bah voilà ce que je ressens depuis que Camille est partie. C'est pas normal, c'est plus fort que moi. Y a un truc qui se joue. Et il s'est avéré qu'effectivement, dans mon inconscient de petite fille, le papa qui s'en va, il revient pas. Et donc, forcément, elle m'a dit, bah, c'est venu totalement réveiller cette émotion. On l'a libérée. Et à partir du lendemain, c'était bon, c'était ok. Et j'ai vécu ces 12 jours sereinement. Camille a pu faire ce qu'il avait à faire et il en est ressorti que du positif. Et c'est vrai que aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais de cette notion de 2 lignes. Si on reste dans la surface, j'aurais pu, parce que j'aurais pu râler et passer 12 jours à râler et pourrir son moment, pourrir le mien. Et je sais pas quelles conséquences ça aurait eu sur notre couple. Mais voilà. Ça aurait pu être plus grave. Oui, ça aurait pu être plus grave. C'est quand même... Parce que lui, c'était un moment important pour lui. Il avait besoin de ce temps pour lui. Et tu aurais pu aller polluer ça avec... si tu n'étais pas allé plus en profondeur, parce qu'aujourd'hui, tu es à même de comprendre tes émotions, du moins de les ressentir et de sentir si c'est sain ou si ça vient finalement de quelque chose de plus loin, ça aurait pu avoir des conséquences, effectivement, sur votre couple. Et c'est là où c'est intéressant. Et on va parler de responsabilité aussi, quand même. Tu aurais pu faire la victime et te dire, tu vois, tu m'as laissé, tu m'as abandonné, etc., etc. Et en fait, non, là, tu as pris tes responsabilités vis-à-vis de ce que tu ressentais. Tu as réussi à comprendre que, attends, c'était complètement démesuré au final, ce que tu ressentais. Donc, ça faisait écho à quelque chose de plus profond. Et donc, tu as eu prise de conscience. Passage à l'action en allant voir l'énergéticienne qui a mis le doigt dessus. Vous avez mis la lumière sur ça et ça a été terminé. Camille a pu vivre son voyage sereinement et toi, ta vie à la maison sereinement. Et en plus de ça, ça t'a permis de libérer quelque chose de profond. Oui, mais tout à fait. Mais ça, on peut avoir ses répercussions avec n'importe quelle relation. Faut bien comprendre que les autres ne sont que le miroir de qui nous sommes. Hein. Et donc, ce que je reproche à l'autre, c'est ce que j'ai à guérir chez moi. Donc, c'est intéressant de la comprendre, cette phrase. Que ce que je vais juger chez l'autre, eh bien, en fait, c'est ce que j'ai en moi à guérir. Et à partir de ce moment-là, toutes nos relations interpersonnelles, quelles qu'elles soient, ne sont que des jeux de miroir quelque part. Et donc c'est intéressant d'aller en nous voir ce que la relation à l'autre nous procure, sans forcément tomber dans quelque chose qui est systématiquement de l'analyse ou quoi que ce soit. Mais à partir du moment où la personne nous réveille quelque chose de négatif, ça peut être intéressant d'aller voir l'origine de cette émotion négative, si on veut s'en libérer. Sinon, ça peut avoir des répercussions au niveau du couple, avec nos enfants, avec la famille, avec nos collègues, avec nos amis, et avec la vie même de manière générale. On a bien des exemples aussi vis-à-vis de nos enfants, qu'à un moment donné, si on ne prend pas nos responsabilités, on va polluer nos enfants avec des choses qui leur appartiennent en rien, mais qui nous appartiennent à nous, d'aller guérir. Oui, bah, ça déjà on l'expérimente au quotidien nous-mêmes. Et moi, c'est vrai que ça me fait penser... Bichette, j'arrête pas de parler de lui, mais à Camille, moi, j'ai pas d'exemple vis-à-vis de moi, mais enfin, en tout cas, il y en a sûrement, mais là, qui viennent pas, qui s'est fait harceler petit à l'école. Bah, Thomas avec Thomas, pareil, exactement pareil. La même chose. Et quand notre fils rentre et qu'il va dire, oh, bah, aujourd'hui, il y a machin qui m'a bousculé dans la cour... Là, ça vient raviver la blessure du petit garçon harcelé. Et bah là, c'est plus le papa là qui lui parle. C'est tout de suite, ouais, et t'as fait quoi? Et tu t'es pas laissé passer sous les pieds? Et j'espère que tu t'es défendu. Et j'espère que... Au lieu de prendre le truc de manière... Moi, quand ça me réveille rien, donc du coup, bah... J'arrive à lui dire, bah ok, est-ce que ça t'a fait quoi? Comment tu t'es ressenti? Est-ce que t'as besoin qu'on t'aide à régler ce conflit?
lui, on sent que ça vient tellement le toucher dans un truc plus profond qu'il est incapable d'être l'adulte responsable. C'est vraiment le petit garçon qui parle à son petit garçon, quoi. Et donc, c'est même plus finalement constructif pour l'enfant. Mais ça, on prend l'exemple de Camille, mais on le vit tous au quotidien. C'est une situation qui est concrète et qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Oui, mais c'est là où c'est important, à partir du moment où en plus, quand on a des enfants quand même, le plus bel héritage qu'on puisse leur laisser, je pense déjà, c'est d'être bien avec nous-mêmes, d'aller nettoyer notre enfant intérieur pour qu'on puisse déjà leur donner le moins de choses possible. Bien que par le transgénérationnel et par la grossesse, déjà, l'enfant ramasse pas mal, soyons clairs. Donc, quand on sent... Mais une fois de plus, c'est une question de discernement sur la réaction qu'on peut avoir. Si on ressent que notre réaction est démesurée, eh bien, peut-être prendre ce temps de... Attends, qu'est-ce que c'est en train de me réveiller, là ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus fort derrière. Et puis, pourquoi pas s'excuser aussi auprès de nos enfants, leur dire, attends, là, tu vois, j'ai pas eu la bonne attitude envers toi, je m'excuse, parce que c'est venu réveiller quelque chose en moi qui m'appartenait et qui en rien t'appartenait. Je m'excuse. Par rapport à... Mais qu'est-ce qui fait que nos... Parce que moi, si je parle de moi, là, mes enfants et Camille, c'est dans ce quotidien que vraiment Tu ressens le plus de choses ? Je ressens le plus de choses. Moi, c'est déjà clairement la naissance de mon premier enfant qui m'a réveillée. Donc là, je parlais de la situation de Camille vis-à-vis de l'école. Moi, il est venu, il m'a tout mis en exergue quand il est arrivé... au monde, donc et pareil dans le couple, des phrases qu'il va pouvoir dire, etc. Je sens que des fois j'ai des réactions qui sont démesurées par rapport à ce qu'il me dit, tu vois, je sais pas comment dire, ou par rapport à ce qu'il fait. Au niveau de l'inconscient, déjà, il faut bien savoir que la relation à maman de 0 à 7 ans, donc de ma conception à mes 7 ans, ce que j'ai perçu de ma relation à maman, va conditionner pour plus tard ma relation à moi-même, ma relation à mon couple, à la relation à mes enfants. Donc, pourquoi je dis ça ? Bien, tout simplement, tu m'as dit, c'est au niveau de ce foyer-là que ça me réveille le plus de choses. Eh bien, il serait intéressant, et c'est ce que tu as déjà fait, et peut-être que tu le feras encore. Parfois, on a l'impression d'avoir travaillé un domaine, alors que c'est bon, c'est affaire classée. Mais non, on a travaillé ce domaine peut-être jusqu'à maintenant parce qu'on était en mesure de travailler jusque-là, mais peut-être qu'il y a d'autres choses encore à travailler, toujours dans le même domaine. Ce que je veux dire, c'est que, maman, tu l'as déjà travaillé. Mais si aujourd'hui, par exemple, ton foyer réveille encore des choses, peut-être qu'il serait intéressant d'aller voir encore un peu plus loin avec maman. Elle a beau cette phrase. Maman, tu l'as déjà travaillé. Non, mais oui, à chaque fois, ça me fait... Non, parce que tu me dis, c'est au sein de mon foyer que j'ai l'impression de ressentir le plus d'émotions, etc. Bon, déjà, parce qu'on est H24 ensemble, faut le reconnaître aussi, mais ça vient réveiller des émotions de la petite fille. Mais c'est OK, et c'est beau quand on met ce regard sur... grâce à ton attitude, toi, mon mari, par exemple, j'ai mis en lumière... une partie de moi d'enfance qui était bloquée. Et quand c'est toute une question d'intention, il y en a qui vont aller voir des thérapeutes et on sent que c'est un défi, c'est un combat, il faut que j'aille le voir. On s'attend à des résultats très, très conscients, très rationnels. Si ces résultats sont pas comme ça, on arrête, ça ne servit à rien, ça n'a pas marché. Alors que si on aborde son travail sur soi... avec de l'amour, avec de la joie, et que ce travail vient... On dit travail, une fois de plus, mais bon, c'est pas vraiment le mot au final, mais cette démarche d'aller s'occuper de soi, si on l'aborde avec joie, avec amour, et qu'on la met au même plan que tout le reste dans notre vie, mais les conséquences sont merveilleuses. Et le tout, c'est que ça fasse partie aussi intégrante de notre état de vie, de notre état d'être. C'est bien beau d'aller méditer... pendant 1 heure. Alors, il y en a à qui c'est très bénéfique, mais... Oui, l'exemple qu'on a eu à Grand-Anse, là. C'est extraordinaire. Grand-Anse, c'est une plage à La Réunion. Grand-Anse, c'est une plage qui est à 5 km de chez nous, qui est un endroit merveilleux. Et il y a quelques mois de ça, on fait un pique-nique tous ensemble avec nos amis, etc. Et puis, on débarque quand même à 12, on est 6 adultes et 6 enfants. Et là, on se pose à côté d'un groupe de personnes. Il y avait un homme et plusieurs femmes qui méditaient. Et ces personnes méditaient, mais depuis des heures. Au moins 3 heures, elles ont médité. Et donc, nous, à côté, on faisait du bruit, il y avait de la musique. Bon, on respectait quand même un tant soit peu, mais bon, on était quand même dans un endroit public. On passait notre soirée. Et on regardait ces gens, on se disait, donc, ils sont capables de méditer aussi longtemps. On était limite un peu impressionnés, on était très intrigués, on les regardait. Ouais, on les regardait, nos enfants jouaient au foot à côté, et eux, imperturbables, ils méditaient.
Et à la fin de la méditation, Il mangeait. il mangeait, il partageait un repas. Et malencontreusement, le ballon de foot de nos enfants arrive au pied du seul homme là qui était au milieu de ces femmes. Et d'un coup, ce monsieur sort un couteau, menace les enfants en disant la prochaine fois que le ballon arrive, ça s'appelle un crève-ballon, je vous crève le ballon. Et là, avec Alix, on s'est regardé, on s'est dit exemple typique de la personne qui va méditer pendant 3 heures et qui, au final, cette méditation lui apporte rien de salvateur Dans le fond. parce que instantanément elle a switché, elle est devenue hyper agressive, il y a les enfants qui se sont mis à pleurer, enfin ça finit un peu en catastrophe cette histoire. Et c'est là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ce soit congruent, il faut que ce soit fait en votre âme et conscience. Méditer, moi je n'ai jamais médité, sauf les méditations actives d'Osho, parce qu'elle me parlait, c'est des méditations dynamiques, mais on peut méditer, c'est quoi ? C'est un état d'être, c'est un état d'esprit au quotidien, c'est aborder la vie avec tranquillité, avec joie, mais on peut l'aborder avec tranquillité et avec joie que si en nous, il y a de la tranquillité et de la joie. Et si on a envie, en tout cas, d'une vie comme ça, c'est très important d'aller renouer avec son passé. Le but, c'est en rien de le détester. Ce passé, ça fait partie de nous. D'aller mettre de la lumière dans toutes ces parties qui en ont manqué pour pouvoir... mais voilà, il faut que ce soit au quotidien. C'est bien beau de méditer si 3 secondes après, on menace un enfant de crever son ballon. Tu vois, ce n'est pas congruent. Oui, tu parlais d'intention, et moi je me souviens qu'à un moment donné, moi ça y est maintenant, aller voir voilà, notre énergéticienne ou faire des séances avec toi, etc. Quand j'en ressens le besoin, ça fait entièrement partie de qui je suis et de ma manière de fonctionner. Mais je me souviens d'il y a quelques années, j'étais allée voir donc cette fameuse énergéticienne, et je crois que 3 fois j'y suis allée, et 3 fois elle m'a dit non mais Alix, tant que tu n'auras pas expérimenté ou en tout cas mis en place au quotidien des choses pour que tu comprennes ce que je te dis, tu pourras venir 50 fois, je te dirai toujours la même chose, quoi. Et donc du coup à ce moment-là j'ai ressenti là pour le coup que j'y arrivais pas au quotidien à mettre en place ce que j'avais envie de mettre en place, etc. et ce dont on avait parlé en séance, et je suis venue te voir et on a fait là pour le coup une séance de détachement et qui m'a libérée, et quand je suis revenue la fois d'après elle m'a dit ah oui là ok l'énergie elle est différente, etc. Et c'est vrai que cette question d'intention, je trouve qu'elle est hyper intéressante parce que on peut aller dire ok, j'y vais, je prends soin de ma santé émotionnelle, je me fais accompagner, mais si on y va dans le but de se dire quand je sors, allez c'est bon, ça c'est fait, ah oui et la situation se représente, ah bah non, tu vois, j'ai toujours mal réagi comme mon enfant il m'a dit ça, ou comme on peut être vite découragé et du coup ne plus y retourner. Alors que l'intention qu'on y met après dans notre quotidien quand on sort d'une séance, c'est pas... enfin, en tout cas, quelle qu'elle soit, hein, acupuncture, hypnose, psychothérapie, il faut faire ce qui fait sens pour nous. Moi, je vois vraiment... Ça me permet pas de plus ressentir d'émotions négatives. C'est évident qu'on continue notre vie et celle qu'elle est et on continue à ressentir des émotions négatives. Mais au moins, en tout cas, moi, à l'heure actuelle, ça me permet de faire la part des choses dans cette histoire de Lynn. Ça me permet de faire la part des choses en me disant bah non là j'étais juste de mauvais poil, ou là j'étais juste triste, j'avais juste besoin de lâcher, et je sais que je vais me coucher et demain on en discute et demain ça ira mieux, ou d'être capable de me dire non là c'est trop fort, là ça vient réveiller, c'est plus profond, et notre départ à la réunion typiquement ça a été un moment qui a mis en avant beaucoup d'émotions plus profondes du passé, etc. Et je trouve que en tout cas pour moi ce qui fait que je me sens bien au quotidien, et en tout cas mieux et de mieux en mieux, et que c'est juste d'être capable de surfer sur cette vague, et en fait c'est juste parce que je me connais maintenant. Oui. Tu vois, et les énergies là en ce moment nous poussent quand même à mettre en lumière tout ce qui n'est plus et tout ce qui n'est pas. En ce moment, si on est honnête avec soi, il y a chez beaucoup de monde tout remonte à la surface, en rien pour nous embêter, c'est parce que ça a besoin de se libérer. Et en ce moment, si on accueille là ce qu'on vit de négatif et qu'on prend 3 minutes ou plus s'il faut pour plonger dedans, ne serait-ce que de la traverser et la transcender, on peut même le faire seul avec soi-même. Alors, quand on est en capacité de le faire, tant mieux. Mais si on a besoin d'aide, on va se diriger vers une personne qui aura les compétences pour nous accompagner. Mais là, en ce moment, je pense qu'il y en a beaucoup pour qui ça part dans tous les sens parce que tout remonte à la surface. Pour
se libérer. Et quand tu parles d'intention, c'est aussi, il y a des thérapies pendant lesquelles on aime bien se laisser un petit peu manipuler. C'est pas du tout dans le mauvais terme, hein. C'est-à-dire, ça peut être des thérapies où on s'allonge sur un fauteuil et c'est le praticien qui fait la quasi-totalité du travail, entre guillemets. Donc, c'est ce que moi j'appelle des thérapies plus passives. Et il y a vraiment d'autres thérapies où vraiment là, c'est le patient, entre guillemets, qui est au cœur de l'action de A à Z. Moi, à la fin d'une séance, les gens vont me dire merci Caroline, c'était super. Et moi, je leur dis, je t'arrête tout de suite, c'est toi qui as fait le travail. C'est toi qui as replongé dans les émotions de la petite fille ou du petit garçon. C'est toi qui es venu me voir, c'est toi qui as décidé de t'en libérer. Moi, je ne suis que là pour guider. Et je pense que c'est important de le dire pour éviter de créer ou de développer une dépendance à un thérapeute qui vous a fait sous-entendre que c'est lui qui a fait le travail à votre place. Le travail, il n'y a que vous qui pouvez le faire, il n'y a que vous qui le faites d'ailleurs, et c'est vous qui avez cette puissance de le faire. Un bon thérapeute, ce n'est qu'un guide et qui va vous faire prendre conscience, qui va vous peut-être vous aider à libérer, mais c'est vous qui faites 99% du travail. Oui, c'est un peu la métaphore de la personne, j'en sais rien, qui se casse les deux jambes et qui après va faire de la rééducation, va voir un kiné. Le kiné, il aura les bons gestes, il aura la bonne technique, il saura ce qu'il faut faire pour sa rééducation. Pour sa rééducation, mais la personne qui se remet sur ses pieds, la personne qui se remuscle, etc., c'est le patient, et c'est celui qui marche, c'est lui qui va se mettre sur ses jambes. Et tout. Mais voilà, mais moi c'est vrai que je rebondir sur cette question d'intention, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, enfin, moi pour conclure, j'ai compris qu'il n'y avait pas de solution miracle, d'une. De deux, j'ai compris que c'était pas décider de rentrer en introspection, c'est pas un truc qu'on fait ponctuellement, en tout cas pour moi, une fois dans sa vie, parce qu'on a vécu tel ou tel truc. Ça peut être un élément déclencheur, mais aujourd'hui, moi, ça fait partie intégrante de mon quotidien. Alors attention, j'appelle pas tous les 4 matins Pierre, Paul et Jacques parce que je vais pas bien, c'est pas ça. Déjà, il y a des phases aussi, c'est pas tous les 4 matins, mais il y a des phases de ma vie où j'ai ressenti, voilà, après la naissance de mes enfants, quand j'ai eu un moment donné où je me suis retrouvée seule chez moi, sans travail, sans rien, bah j'ai eu besoin de me faire accompagner plus que, par exemple, en ce moment. Oui. Mais je trouve que cette reprise de pouvoir, et tu parles de ça quand tu dis c'est important d'aller voir des gens qui ne nous laissent pas passifs. Il y a un peu ce sentiment c'est peut-être un peu too much, mais de reprendre le pouvoir sur qui on est. Mais c'est pas too much, c'est ça. Ouais, et juste ressentir ce simple fait de se connaître, mais profondément, et d'être capable de dire, d'être capable d'analyser, en tout cas de porter un regard un petit peu plus doux, plus attendri sur ce qu'on ressent. Déjà aussi, c'est être bienveillant avec nous-mêmes, parce que des fois, on ressent des choses qui sont plus fortes que nous. Et d'être capable de mettre le doigt dessus. Alors, ça enlève en rien la sale journée que vous allez passer. Ça enlève en rien le fait que peut-être que pendant une semaine, vous n'allez pas être bien chez vous, etc. Et les gens passent des meilleurs, et peu importe, ou au travail, ou peu importe. Mais juste d'être capable de dire, voilà, mais ok, je sais. Je sais d'où ça vient. Et ou juste dire, là, je sais pas d'où ça vient, mais je sens qu'il y a un truc que je maîtrise pas, là. Il y a une émotion qui est plus forte. Voilà, moi, je trouve en tout cas que ça, là, le fait de se connaître profondément en son âme et conscience, et ben, ça fait toute la différence pour pouvoir justement surfer sur ce quotidien et sur ce que la vie va nous amener chaque jour, etc. Oui, donc pour conclure, le risque d'aller sans arrêt chercher à l'extérieur des méthodes, des choses à faire, de faire, et toujours dans le faire, ça nous éloigne au final de notre être. Et en plus de ça, ça peut même avoir des répercussions dangereuses, parce que moi, c'est ce que j'appelle un mental spiritualisé. On ne fait que spiritualiser le mental, alors que notre mental, je répète, c'est 5%, et on a l'impression que, vu qu'on a fait toutes ces choses, on a l'impression que ça va aller mieux, et en fait, on se rend bien compte que non, on va de plus en plus mal, et donc ça nous renvoie peut-être dans, tu vois, les autres n'y arrivent pas, moi, j'ai eu beau mettre ça en place, je vois aucune différence, et ça peut même nous pousser à dire, puisque c'est comme ça, j'arrête tout, et là, on se coupe 2 fois plus de nos émotions. Enfin, c'est vraiment le cercle vicieux qui se met en route. Alors que, comme dit au début, tout ce qu'on demande, c'est d'arrêter toutes ces choses extérieures un temps, juste pour qu'on se recentre sur soi, qu'on soit à l'écoute de ce qu'on veut vraiment, et après, en son âme et conscience, peut-être méditer, peut-être faire du sport, ou telle pratique, mais ça viendra
de l'intérieur de vous et en rien d'un diktat dit par un réseau social ou par tout un groupe qui fait ça dans son quotidien. Le tout, c'est de prendre une pause d'introspection et d'être à l'écoute de soi pour pouvoir se diriger vers la thérapie qui nous convient le mieux, vers peut-être un bouquin qui va nous parler pendant un certain temps. Mais le tout, c'est de retourner dans l'être et votre cœur, lui, il sait ce qui est bon pour vous. Donc lâchez la tête et allez dans votre cœur. Merci d'avoir passé cet instant avec nous. Autorisez-vous à nous laisser un commentaire sur Facebook ou Instagram afin de partager vos ressentis et ou vos questionnements. Car se sentir libre de pouvoir dire ce que l'on ressent honnêtement, c'est déjà prendre soin de soi. À mardi prochain!